Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, le gouvernement Trudeau a annoncé mercredi une somme record de 4,1 milliards sur 5 ans pour promouvoir les langues officielles au pays, dont 1,4 milliard en nouveaux investissements. De cette somme, Ottawa réserve 137,5 millions pour la communauté anglophone du Québec. J'en ai discuté avec la ministre responsable du dossier, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que l'argent destiné au Québec aux anglophones serve à la francisation? Mais premièrement, je dois vous dire que hier, c'était une journée exceptionnelle pour les langues officielles au pays. J'étais très contente de dévoiler finalement notre plan pour les langues officielles pour les prochaines 5 années. Les intervenants attendaient avec impatience, moi avec, et puis là, finalement, on a pu leur présenter notre plan. Si je peux juste prendre un petit recul, si vous me le permettez, on a fait des consultations pan-canadiennes avec des milliers de Canadiens d'un bout à l'autre du pays en préparation pour ce plan. Les 4 priorités qui avaient ressorti, c'était finalement l'immigration francophone, qu'on doit faire des investissements. Deuxièmement, le continuum en éducation. Après ça, de faire sûr qu'on va bien appuyer les organisations qui font le travail sur le terrain, puis de s'assurer que le gouvernement fédéral va faire preuve de leadership pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec, puis appuyer nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Voilà qu'est-ce que nous avons présenté hier. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, comme que vous avez bien mentionné. Mon message est quand même, on ne finance pas l'anglais au Québec, premièrement. On a rencontré la communauté anglophone du Québec lors de nos consultations. Ils nous ont demandé 3 choses. Premièrement, toute la question de l'aide à l'emploi. Ils nous ont demandé de l'appui pour l'apprentissage de langue seconde, qui est le français, et puis aussi d'appuyer la vitalité de leur communauté à travers des arts et de la culture. C'est exactement ce qu'on fait. Fait qu'on n'est pas en train de financer l'anglais. On donne les outils aux anglophones quand même pour pouvoir travailler, entrer sur le marché du travail, puis vivre. Parce que certains craignent que cet argent aux anglophones, ça serve à contester, par exemple, la Charte de la langue française. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La grande majorité des investissements qui ont été annoncés hier dans le plan d'action comme MSTR est vraiment, comme j'ai dit, pour la question de langue seconde, aussi, qui est le français, et puis aussi pour s'assurer qu'ils vont avoir l'accès à l'aide aux emplois. C'est sûr que oui, on a un programme de contestation judiciaire qui existe, mais le programme de contestation judiciaire est pour, oui, les communautés anglophones du Québec, c'est qu'ils choisissent, mais aussi, n'oublions pas les communautés en minorité linguistique. Comme chez nous, au Nouveau-Brunswick, le programme de contestation judiciaire a fait une énorme différence de notre quotidien avec différentes causes. Et puis, quand le gouvernement Harper avait fait les coupures des années passées, c'était vraiment une grande perte pour nos communautés, spécialement au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'encore une fois, le message quand même, on ne finance pas l'anglais au Québec, c'est tout à fait le contraire, mais on veut appuyer la vitalité de la communauté anglophone du Québec. Parce que vous l'avez dit hier, je veux être bien clair, il y a une seule langue officielle de menacée au Canada et c'est le français. Est-ce que vous pensez que l'anglais est menacé au Québec? Non, c'est pas ça du tout. Comme je l'ai dit clairement hier, la seule langue officielle au Canada qui est menacée, c'est le français. Et puis, c'est pour cette raison que le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et puis fasse tout ce qu'on peut pour protéger et promouvoir le français partout au Canada, y compris le Québec. Mais la langue officielle, les lois sur les langues officielles quand même, est quand même là pour protéger nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. L'anglais n'est pas menacé au Canada, l'anglais n'est pas menacé en Amérique du Nord, seulement le français, mais on doit quand même être là pour appuyer nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et puis voilà qu'est-ce que le plan d'action fait. Oui. Votre homologue au Québec a dit hier, Jean-François Roberge, je veux être clair, ça prend une asymétrie pour le Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette asymétrie? Encore une fois, comme que je l'ai dit à maintes reprises, puis comme qu'on l'a dit, la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français, puis le gouvernement fédéral doit faire sa juste part, non seulement avec le plan d'action, mais aussi avec le projet de loi C-13, qui est présentement en cours à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral reconnaît notre rôle, notre travail, et puis c'est exactement ce qu'on fait, puis on veut adresser la situation. Vous devez vous rencontrer la semaine prochaine, vous et M. Roberge? Oui, si pas cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir une rencontre pour parler de notre projet de loi et puis d'encore une fois les différences d'opinion, ce qui en existe, et puis pour finalement continuer à travailler ensemble. Moi, avec tous mes collègues, mes homologues des provinces, des territoires qui sont responsables pour les langues officielles, j'aime d'avoir des bonnes relations de travail avec eux. On n'est pas toujours d'accord avec tout, mais je pense que c'est très important de pouvoir avoir des conversations et puis communiquer régulièrement. Oui, parce que vous dites c'est important d'avoir des bonnes relations. Tout ça survient alors qu'on
pensait qu'il y avait un retour à la paix linguistique entre Ottawa et Québec. Vous vous étiez entendu sur des amendements à votre projet de loi C-13. Est-ce que ces amendements-là, cette entente-là tient toujours? Ce compromis-là tient toujours? Moi, je l'ai toujours dit, l'objectif du Québec et la loi sur les langues officielles, l'objectif du fédéral, c'est le même. On veut tout faire pour protéger et promouvoir le français au Canada, puisqu'on reconnaît que c'est la seule langue qui est en déclin. Et puis, notre projet de loi reflète cette réalité-là. Avec M. Roberge, puis avec la loi du Québec, on voulait toujours s'assurer que nos deux régimes, si on veut, allaient s'aligner. Et puis, c'est exactement ce qu'on a pu faire. Oui, parce que la mésentente portait sur les entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent au Québec. Sur quoi vous vous êtes entendus exactement? Mais finalement, les deux régimes étaient quasi semblables, je l'ai toujours dit. C'était quasiment copie carbone, mais il y avait des ajustements qu'il fallait qu'on fasse. Il y avait des choses que nous, qu'on allait faire dans toute la question de toute la question des règlements, le développement des règlements, et puis il y avoir des changements, des modifications que les êtres fait là. Au lieu de les mettre dans le règlement, finalement, on les a mis dans la loi comme telle, mais c'est vraiment du langage vraiment précis comme tel, mais on voulait s'assurer, comme j'ai dit, que les deux régimes allaient bien s'aligner, et puis finalement, on a pu s'entendre à ça. Oui, parce que, bon, à la suite de ce compromis-là, qui tient toujours, que vous nous dites, plusieurs ont dit, on entre dans une nouvelle ère des relations fédérales provinciales, Québec-Ottawa, je devrais dire, sur la délicate question linguistique. Est-ce qu'avec ce qui a été annoncé hier, ça met en question, ça remet en question cette nouvelle ère dans les relations Québec-Ottawa sur la question de la langue? Moi, Esther, non. Tu sais, quand je veux dire, moi, mon but, c'est vraiment de travailler avec mon homologue au Québec, M. Roberge et tous mes homologues. Je pense que les gens doivent quand même comprendre les investissements qu'on fait dans le plan d'action. Comme j'ai dit, on n'est pas en train de financer l'anglais au Québec, là. Puis je pense que c'est vraiment ça que le message qui est clé que les gens doivent reconnaître. Mais on est un gouvernement fédéral, on est ici pour représenter les communautés de langues officielles en situation minoritaire. Puis oui, il y a une communauté anglophone au Québec. On est là pour s'assurer qu'on peut les appuyer aussi. Puis encore une fois, quand on parle de services de langue française, des programmes comme tels, je pense que c'est une bonne chose. Si on peut faire rayonner la langue française partout au pays, je pense que c'est vraiment un atout pour le Québec aussi. Oui, tout ça survient alors que C-13 est entré cette semaine en 3e lecture à la Chambre des communes. Est-ce que vous avez espoir qu'on va finir par adopter ce projet de loi-là avant la pause estivale, parce qu'il reste quand même peu de temps, là? Je suis un peu gênée, puisque c'est à quelques reprises que j'ai donné des dates que j'espérais qu'on allait... J'ai posé plusieurs fois la question. Puis vraiment, j'espérais vraiment qu'on allait rencontrer ces dates-là. Mais j'espère, oui, qu'on va l'avoir, qu'on va recevoir la sanction royale d'ici à la fin du mois de juin. Mais encore une fois, il reste encore du travail des parlementaires. Il faut que le projet de loi soit envoyé au Sénat. Mais tout le monde est pas mal impatient. Les gens ont attendu avec impatience notre plan d'action. Mais là, hier, à la conférence de presse, les intervenants me disaient « Ginette, on a bien hâte au projet de loi aussi. » C'est là, puisque, encore une fois, voilà un autre outil qui va nous aider à protéger et promouvoir le français. Et puis, on veut finalement passer à d'autres choses. Puis après que l'adoption de la loi se passe, il y a quand même un travail de rédiger les règlements qui existent. Fait encore une autre période de consultation. Fait qu'il nous reste encore beaucoup de pain sur la planche. Et puis, on veut s'assurer qu'on peut faire ce travail-là pour répondre aux besoins des Canadiens. Ginette Petitpas-Taylor. Merci beaucoup. Merci. La grève des 155 000 fonctionnaires fédéraux est entrée dans sa 2e semaine alors que les négociations achoppent toujours sur les salaires et le télétravail. J'ai analysé ce conflit avec nos journalistes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, la grève est à sa 2e semaine. Il y a des gens d'affaires qui demandent une loi spéciale. Catherine, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus d'une loi spéciale? Je pense que la possibilité est toujours là, mais je pense qu'à ce moment-ci, le gouvernement Trudeau ne veut pas avoir à utiliser cette massue, cette loi spéciale. Je pense qu'on essaie vraiment d'en arriver à une négociation, une solution négociée plutôt. Alors vraiment, là, bon, les négociations se poursuivent, les discussions se poursuivent. Il semble y avoir, ça bouge, ça a commencé à bouger un peu cette semaine quand même. On a vu le syndicat qui a dit, ben, on est prêt à accepter un peu moins. Mona Fortier qui dit, ben, je pourrais peut-être bouger, 9 % c'est peut-être pas ma dernière offre, mais je suis pas capable d'en faire beaucoup plus. Là, le problème, ça va être vraiment là, de trouver une solution pour le retour, ben, en fait, finalement, le travail de chez soi. On veut vraiment pas que ce soit dans la convention collective. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est là-dessus, là, finalement, qu'on a un problème. Pascal Thia, Mme Fortier dit qu'elle a une petite marge de manœuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette grève par le gouvernement? C'est une bonne question.
Je dirais que c'était pas idéal, mais il y a beaucoup de choses qui ont joué dans le fait qu'on arrive maintenant, comme 2 ans après le fait que la convention collective est terminée. Je dirais que le syndicat n'était pas trop pressé, eux aussi, de laisser faire leurs demandes. Le gouvernement fédéral est venu avec une offre initiale qui était très basse, peut-être même insultante pour le syndicat. Alors, dès le début, les conditions n'étaient pas propices pour une entente. Depuis que la grève elle a commencé, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est comme la présidente Mona Fortier négocie en public. C'est très rare qu'on voit ça. Je pense que le gouvernement fédéral n'est pas opposés à utiliser la loi spéciale. Ils l'ont quand même utilisée en 2018. Ils l'ont utilisée en 2021 contre les travailleurs de Post Canada, puis les travailleurs au port de Montréal. Mais c'est pas nécessairement clair que les conservateurs seraient prêts à supporter le gouvernement libéral. Ils semblent vouloir les laisser ruminer dans leur coin avec leurs problèmes, puis pas eux-mêmes prendre une position. Alors là, on arrive quand même, c'est un gouvernement qui s'est prononcé des 3 dernières campagnes avec des mesures très fortes pour les syndicats qui a inclus les leaders des syndicats dans beaucoup de leurs programmes. On pense les renégociations de NAFTA, même le bail-out pour les médias. Il y avait une représentation de Unifor là-dessus. Ils ont nommé un leader au Sénat. C'est pas un gouvernement qui veut se faire voir comme un gouvernement qui est prêt à utiliser la loi spéciale. Oui. Mais aussi, Mme Fortier, elle n'est pas prête Catherine a raison, la vraie grosse demande, là, qui est un gros problème, c'est le retour au travail. Le télétravail. Le télétravail. Mais le télétravail, il y avait toujours une manière pour des employés, disons, ton mari, on l'envoie à Paris, peut-être que tu vas travailler en télétravail pendant 1 an. Mais là, donner aux bureaucrates la possibilité de faire une plainte formelle contre le gouvernement parce qu'on leur a demandé de retourner au travail 4 jours au lieu de 2 jours, c'est pas quelque chose que le gouvernement fédéral est prêt à faire. Puis, je dirais que dans le côté privé, à travers le Canada, il y a beaucoup d'employeurs qui ne seraient pas prêts à faire ça non plus. Joël Denis, quelques secondes pour conclure sur la grève. Ouais, moi, je sens que les 2 partis sont quand même campés sur leur position et je crains que cette grève dure plus longtemps que ce qui avait été envisagé au départ, à la fois du côté des syndicats, mais aussi du côté du gouvernement. Donc, plus c'est prolongé, plus ça va faire mal au gouvernement Trudeau, plus la pression va être forte pour qu'il adopte ou passe une loi de retour au travail. Le plan d'Ottawa présenté mercredi sur les langues officielles, donc c'est 4,1 milliards sur 5 ans, c'est une somme record. Oui. Il y a 138 millions pour la minorité anglophone du Québec. Joël Denis, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Bien, que le gouvernement fédéral a encore une responsabilité avant la minorité anglophone au Québec. On ne peut pas l'abandonner. Ça, le gouvernement fédéral va maintenir le cap parce que s'il est accusé d'abandonner la minorité anglophone, ça risque de faire effriter l'appui qu'il pourrait avoir pour les minorités francophones à l'extérieur du Québec, évidemment. Donc, c'est un jeu d'équilibriste que le gouvernement fédéral doit jouer. Il y a des pressions du gouvernement du Québec pour qu'on n'en fasse pas trop pour la minorité anglophone, mais le gouvernement fédéral a quand même un devoir constitutionnel de protéger les minorités. Catherine, ça survient au moment où on pensait qu'il y avait comme une paix linguistique entre Québec et Ottawa. Joël Denis, d'ailleurs, a écrit là-dessus il y a quelques semaines. Oui. J'ai reçu il y a un instant la ministre Petitpas-Taylor qui me dit non, ça ne vient pas entraver la paix linguistique au Québec, entre Québec et Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que en fait, les conséquences, on ne va pas les voir encore. Je pense que surtout au Canada anglais, on réalise pas trop ce qui se passe, je pense. Je pense que ce changement qui s'opère depuis quelques années quand même, là, qui a commencé sous Mélanie Joly, à savoir que le français est la langue menacée au Canada et qu'il faut donc moderniser la loi sur les langues officielles en ce sens-là, présenter un plan d'action en ce sens-là. Je pense que vraiment, dans le reste du Canada, on n'a pas encore observé ces effets. On ne sait pas encore comment ça va se manifester concrètement. Alors, je trouve ça intéressant justement de voir, là, le plan d'action a été présenté, beaucoup d'argent là-dedans. Le projet de loi qui devrait être adopté là, dans les prochains jours, les partis d'opposition ont déjà dit qu'ils allaient appuyer ce projet de loi-là. On verra si tous les libéraux votent en faveur. Je serais un peu étonnée. Mais, chose certaine, je pense que vraiment, là, on va l'effet réel de ces mesures-là qui sont quand même assez drastiques là, qui changent vraiment
de la position historique là, du Parti libéral du Canada. On va voir les effets dans quelques années. On verra si C13 va être adopté avant la pause estivale. On Même verra. la ministre met des bémols. Émet des réserves. Mais c'est tout le temps qu'on a. Joël Denis, Althia, Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci. Et j'ai aussi discuté des impacts de cette grève sur l'émission des passeports avec Karina Gould, qui est ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Cette grève des fonctionnaires, ça laisse évidemment planer le spectre d'une nouvelle crise dans la délivrance des passeports, comme celle qu'on avait connue l'an dernier. Parlez-nous d'abord des impacts sur l'émission des passeports au jour 6 de la grève. Oui, bien sûr. Alors, je n'imagine pas que ça va être comme c'était le printemps et l'été dernier. C'est une situation différente. Avec la situation de la grève, les fonctionnaires de services publics ne peuvent pas traiter des passeports qui ne sont pas urgents ni humanitaires. C'est écrit dans la législation, c'est la loi. Alors, si les Canadiens n'ont pas les applications qui sont urgentes ou des cas humanitaires, les passeports ne seront pas traités pendant la duration de la grève. Oui, parce qu'on dit justement que jusqu'à 85 000 demandes de passeports risquent de s'accumuler pour chaque semaine de grève. Évidemment, si la grève perdure, est-ce que les Canadiens doivent s'attendre à vivre du stress et de l'angoisse, je dirais, comme au moment de la fameuse crise des passeports de l'an dernier? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Bon, j'espère pas, mais ça va dépendre de la duration de la grève. Comme vous avez mentionné, dans une semaine normale, nous recevons au gouvernement du Canada 85 000 à 90 000 passeports chaque semaine. Ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est une baisse importante de ces quantités. Par exemple, le premier jour, le mercredi, nous avons seulement reçu 3 800 applications. Mais le gouvernement a seulement pu traiter 500 de ces applications parce que seulement 500 étaient considérées comme urgentes ou humanitaires. Mais ce que je peux rassurer les Canadiens, c'est que ce qui est différent de où nous sommes rendus aujourd'hui au lieu de l'année dernière, c'est que nous avons beaucoup plus de capacité dans le système. Alors, nous avons la capacité de traiter les passeports que nous recevons après la grève, mais conseil aux Canadiens aujourd'hui, c'est de ne pas mettre une application dans le système parce qu'il ne sera pas traité à ce moment. Mais on espère que la grève termine rapidement parce que c'est super important pour les Canadiens. Oui. Vous nous le disiez il y a un instant, la délivrance des passeports, c'est pas considéré comme un service essentiel. Les demandes de passeports, donc, sont pas traitées à l'exception des situations d'urgence. Quelles sont justement les demandes de passeports qui peuvent être traitées pendant la grève? Donnez-nous des exemples de demandes qui sont traitées pendant le conflit. Absolument. Alors, les passeports qui sont considérés urgents ou des cas humanitaires sont très limités selon la loi. Alors, par exemple, ça serait si vous avez besoin de voyager pour votre emploi et vous serez impacté d'une manière économique si vous n'allez pas. Alors, ça, c'est une des raisons. Si vous avez besoin de chercher des soins de santé à l'extérieur pour une maladie sérieuse, aussi si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade à l'extérieur du Canada ou quelqu'un qui est décédé à l'extérieur du Canada ou dans les autres cas humanitaires. Alors, par exemple, quelqu'un qui est malade d'une manière terminale, qui doit voyager, sont vraiment spécifiques les cas d'urgence et des cas humanitaires. Bon. Et si la grève devait se prolonger, quels sont, je dirais, les autres impacts que vous prévoyez dans votre ministère? On sait qu'il y avait notamment des inquiétudes au niveau de l'allocation canadienne pour enfants. Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets, des impacts?
Bien sûr, je dois être honnête avec les Canadiens. Chaque jour qui dure la grève, il va avoir des impacts. Je peux aussi assurer les Canadiens que pour, par exemple, déposer vos impôts et faire ça, si vous le faites en ligne, votre retour ne va pas être affecté. Mais les services qui continuent sont, par exemple, l'assurance d'emploi, la prestation pour de retraitement, alors des pensions, le supplémentaire garanti pour les aînés. Ils sont tous considérés comme les services essentiels, mais parce que les services sont essentiels, ils sont aussi à une capacité réduite. Alors, la priorité pour le gouvernement, c'est d'assurer que tout le monde reçoive leurs prestations, mais pour les questions, pour les révisions à les applications, il peut y avoir un délai dans cet aspect-là. Bon, parlons brièvement des négociations qui sont en cours. On a eu le sentiment que le climat entre les partis s'est envenimé en fin de semaine, que le ton a monté. Le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada a même traité votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, d'incompétente. Comment vous réagissez à ça? Voilà, je ne suis pas dans les négociations, mais ce que je peux constater, c'est que le gouvernement veut une bonne entente, tant pour les Canadiens, tant pour les travailleurs et travailleuses de la fonction publique, qui est négociée à la table. On va là continuer de négocier. On espère que le syndicat sera là aussi. Nous comprenons que ça, c'est quelque chose d'important. Les fonctionnaires font un service essentiel, important pour les Canadiens au sein du gouvernement et on veut assurer qu'il y a une bonne entente. Il y a une offre généreuse qui est sur la table et moi, j'espère que tant le gouvernement, tant le syndicat résoudre cette négociation bientôt. Oui, parce que Mme Fortier, justement, dit avoir toujours bon espoir d'en venir à une entente avec le syndicat. Est-ce que vous partagez, vous, Mme Gould, son optimisme? Oui, voilà, nous sommes en train de négocier avec le syndicat en bonne foi. Nous voulons cette entente. Nous respectons tellement le travail qui fait les fonctionnaires au niveau fédéral et on voit que c'est quelque chose d'important d'assurer qu'il y a une offre qui est généreuse, qui est respectueuse et qui est bonne pour les Canadiens aussi, qui payent les taxes. Alors, moi, je suis vraiment optimiste qu'on peut y arriver, mais on a besoin de cette même optimisme et même travail du syndicat aussi. Karina Gould, je rappelle que vous êtes ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Ottawa a fait un premier pas en lançant son programme de rachat des armes d'assaut qu'il a interdites en 2020. Le gouvernement Trudeau souhaite racheter plus de 11 000 armes à feu provenant de différents détaillants au pays. J'en ai discuté avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Vous avez donc annoncé ce matin que vous lancez en fait la première phase du programme de rachat des armes d'assaut avec la collaboration de l'Association canadienne des armes et munitions sportives. Ottawa qui veut donc racheter 11 000 armes d'assaut des magasins au pays. Je vous demanderai d'abord comment ça va coûter ce programme. C'est une très importante question et c'est une très importante annonce, comme vous avez mentionné. Une importante collaboration avec le CSAA pour la prochaine étape de le rachat d'armes d'assaut. C'est un type d'arme à feu qui est pour un temps de guerre. Il n'y a aucune place dans nos communautés. Ça, c'est la raison que le gouvernement a introduit un bannière national depuis 3 ans. Et ce programme, avec le partenariat de la CSAA, vont faciliter et coordonner avec les vendeurs, les entreprises qui vendent les armes à feu, les armes d'assaut qui sont dans le stock pour ramener cette arme à feu parce qu'il n'y a aucune place. Donc, il y a environ 11 000. C'est une étape significative. Et maintenant, on va prendre les prochaines étapes pour réaliser cette bout importante. Est-ce que vous avez évalué combien vont coûter les rachats de ces armes à feu? La question de l'écoute est vraiment
important dans le budget 2023 qui a été déposé il y a 3 ou 4 semaines à des fonds fédéraux pour la création de plateformes numériques pour faciliter la coordination avec les vendeurs, avec les entreprises. C'est une plateforme qu'on va utiliser en partenariat avec la CSAA. Mais après ça, oui, il y a des autres coûts, mais on va toujours rester transparent avec les Canadiennes et les Canadiennes dans l'implémentation de cette initiative. Sur les coûts donc du rachat de ces armes à feu. Vous dites, Monsieur le ministre, que le rachat des armes d'assaut, qui sont la propriété des citoyens, donc des gens personnellement, ça va se faire dans une deuxième étape après les armes qui sont dans les magasins. Mais l'Association canadienne des armes et munitions sportives a écrit sur Twitter, juste après votre annonce ce matin, qu'elle ne va pas participer en aucun cas au rachat d'armes à feu appartenant à des particuliers. Comment vous allez vous y prendre pour y arriver? Mais on avait arrivé à une entente avec l'association avec de bonne foi. Et oui, il y a des défis. C'est un programme, c'est une initiative sans précédent. C'est un programme qui va engager tous les partenariats, pas seulement dans le secteur privé, mais même avec des services policiers, avec des propriétaires des armes à feu. Donc, il a besoin de tout le monde pour réaliser cette bout. Mais je suis confiant, je suis optimiste avec le partenariat de l'association qu'on peut réaliser ce programme. Et c'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est un type d'arme à feu qui n'a aucune place dans nos comités. Et écoute, nous sommes en train d'un débat très intense, très émotionnel, avec un contexte histoire. On avait juste marqué le 3e anniversaire de Portapique-Truro. J'étais à Nouvelle-Écosse avec le Premier ministre pour recevoir le rapport final de la Commission des pertes de Mass Casualty Commission. Donc, une de les recommandations a encouragé le gouvernement de prendre les prochaines étapes pour renforcer notre définition d'armes d'assaut. Le rachat des armes à feu qui s'applique à les armes d'assaut est une autre étape logique pour réaliser la vision. Et la vision qu'aucune communauté a une arme à feu, une arme d'assaut qui restait là. Oui. Je veux revenir avec vous sur ce que vous avez annoncé hier. Vous avez dit que vous abandonnez finalement la liste des armes d'assaut interdites dans les nouveaux amendements au projet de loi C-21. On se rappelle d'ailleurs que ça avait soulevé toute une levée de boucliers. Il y a plusieurs chasseurs, notamment autochtones, qui avaient décrié votre décision d'interdire donc des armes qu'ils utilisent pour la chasse, justement. Pourquoi cette volte-face? Est-ce qu'une liste, c'était finalement une mauvaise idée dès le départ? Il y a plein de préoccupations avec la liste qui était dans les amendements, la modification qui était proposée par le gouvernement. Ça, c'est la raison qu'on avait retiré ces amendements. Et ça, c'est la raison qu'on avait continué avec des engagements, avec des tournées partout, y compris avec des communautés d'Autochtones. Et on va toujours garder leurs droits dans la charte, mais en même temps, comme la Commission de Nouvelle-Écosse a écrit, il y a des autres étapes que nous devons étudier. Et ce que je viens de dire hier à la Comité de sécurité publique, et je restais toujours prêt de travailler avec tous les parlementaires pour chercher des solutions concrètes pour faire cet important travail. Au contraste, il y a les conservateurs, qu'il n'y a aucune des solutions, seulement des slogans. Donc, il y a un contraste de vision avec un gouvernement libéral qui travaille ensemble avec l'NPD, avec le Bloc québécois. On peut aller plus loin pour mieux protéger nos communautés de la violence causée par les armes à feu. Et les conservateurs, il n'y a rien. On va continuer à suivre le dossier Marco Mendicino. Merci beaucoup de votre temps. Merci, c'est très apprécié. Merci à vous. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.